La dissolution du complexe d'Œdipe. Sigmund Freud. La dissolution du complexe d'Œdipe. Le complexe d'Œdipe est de plus en plus clairement désigné comme le phénomène central de la période sexuelle infantile précoce. Puis la dissolution se produit. Elle succombe au refoulement et est suivie de la période de latence. Mais nous n'avons pas encore vu clairement quelles sont les causes qui amènent sa fin. L'analyse semble l'attribuer aux douloureuses déceptions subies par le sujet. La jeune fille qui se croit l'objet préféré de l'amour de son père reçoit un jour une sévère correction de sa part et se retrouve expulsée de son paradis heureux. L'enfant qui considère sa mère comme sa propriété exclusive la voit soudain diriger son amour et ses soins vers un nouveau petit frère. Mais aussi dans les cas où des événements particuliers tels que ceux cités en exemple ne se produisent pas, l'absence de la satisfaction désirée finit par détourner l'amant enfantin de son penchant sans espoir. Le complexe d'Œdipe succomberait à son propre échec, résultat de son impossibilité interne. Une autre hypothèse serait que le complexe d'Œdipe doit disparaître car le moment de sa dissolution arrive, car les dents de lait tombent lorsque les définitives commencent à se former. Bien que le complexe d'Œdipe soit également vécu individuellement par la majorité des êtres humains, il s'agit cependant d'un phénomène déterminé par l'hérédité, et ils disparaissent selon une trajectoire prédéterminée, lorsque la prochaine phase de développement commence. Il sera donc indifférent quelles sont les causes occasionnelles de disparition et même qu'on ne les retrouve pas. Les deux hypothèses semblent justifiées. Mais ils sont aussi facilement conciliables. À côté de l'hypothèse phylogénétique plus large, il y a assez de place pour l'ontogénique. L'individu tout entier est également destiné, dès sa naissance, à mourir, et cela aussi a déjà été indiqué, peut-être dans la disposition, ses organes, la cause de sa mort. Mais il sera toujours intéressant de suivre comment se développe le programme par défaut et comment son agencement est exploité par des actions malveillantes aléatoires. Notre idée a été récemment affinée par l'observation que le développement sexuel de l'enfant progresse jusqu'à un stade où les organes génitaux ont déjà assumé le rôle principal. Mais ce génital n'est que le masculin, ou plus exactement encore le pénis, l'appareil génital féminin reste inconnu. Cette phase phallique, qui est en même temps celle du complexe d'Œdipe, ne continue pas à évoluer vers une organisation génitale définitive, mais disparaît et est remplacée par la période de latence. Mais sa disparition se déroule de façon typique et est soutenue par des événements qui surgissent régulièrement. Lorsque l'enfant sujet mal a concentré son intérêt sur ses organes génitaux, il le dévoile avec des manipulations manuelles et il ne tarde pas à s'apercevoir que les plus grands ne le font pas. Ils sont d'accord avec ce comportement. Plus ou moins précise, plus ou moins brutale, la menace surgit de le priver de cette partie tant estimée de son corps. Cette menace de castration émane presque toujours d'une des femmes qui entourent habituellement l'enfant, qui tente souvent de renforcer son autorité en s'assurant que la punition sera exécutée par le médecin ou par le père. Dans certains cas, ils procèdent eux-mêmes à une atténuation symbolique de leur menace, annonçant non pas la mutilation de l'organe génital, passif en réalité, mais celle de la main, activement pécheresse. Très fréquemment il arrive que le sujet infantile ne soit pas menacé de castration pour bricoler avec le pénis, mais pour mouiller le lit tous les soirs. Ces gardiens se comportent alors comme si cette incontinence nocturne était la conséquence et le témoignage de l'attouchement de l'organe génital et ils ont probablement raison. Dans tous les cas, une incontinence aussi longue peut être comparée à la pollution adulte, étant une manifestation de la même excitation génitale qui à ce moment a poussé l'enfant à se masturber. Il nous faudra maintenant affirmer que l'organisation génitale phallique de l'enfant succombe à cette menace de castration, mais pas immédiatement, et sans que d'autres influences s'y ajoutent, puisque l'enfant ne prête d'abord ni foi ni obéissance à la menace. La psychanalyse a attaché ces derniers temps une grande valeur à deux types d'expériences qui ne sont épargnées par aucun enfant et pour lesquelles il devrait être préparé à la perte de parties hautement estimées de son corps, la perte, d'abord temporaire puis définitive, du sein maternel et l'expulsion quotidienne nécessaire du contenu intestinal.
Ce n'est qu'après en avoir fait un nouveau que l'enfant commence à compter sur la possibilité d'une castration, et même alors très hésitant, contre son gré et en essayant de réduire le champ de sa propre observation. Cette remarque, qui finit par briser l'incrédulité de l'enfant, est sa découverte des organes génitaux féminins. Il lui est toujours possible de contempler la région génitale d'une fille et de se convaincre de l'absence de cet organe dont il est si fier chez un être qui lui ressemble tant. De cette manière, il devient possible de représenter la perte de son propre pénis, et la menace de castration commence alors à faire effet. Pour notre part, nous ne devons pas être aussi myopes que les proches et tuteurs de l'enfant, qui le menacent de castration, et ignorent comme eux que la vie sexuelle de l'enfant ne se réduit pas exclusivement à la masturbation à cette époque. Elle apparaît aussi visiblement dans son attitude envers ses parents, déterminée par le complexe d'Œdipe. La masturbation n'est rien d'autre que la décharge génitale de l'excitation sexuelle correspondant au complexe, et elle devra sa signification pour toutes les époques ultérieures à cette relation. Le complexe d'Œdipe offrait à l'enfant deux possibilités de satisfaction, une active et une passive. Il pouvait se mettre à la place du père dans une attitude masculine et traiter sa mère comme il le faisait, attitude qui fit bientôt voir au père une nuisance, vouloir remplacer la mère et se laisser aimer par le père, rendant ainsi la mère superflue. L'enfant n'a qu'une idée très vague de ce que peut être la satisfaction amoureuse, mais ses sensations organiques l'obligent à croire que le pénis y joue un rôle. Il n'a pas non plus eu l'occasion de douter que la femme possède aussi un pénis. L'acceptation de la possibilité de castration et la découverte que la femme apparaît castrée mettent fin aux deux possibilités de satisfaction liées au complexe d'Œdipe. Tous deux ont apporté avec eux la perte du pénis, l'un, masculin comme punition, l'autre, féminin comme prémisse. Si la satisfaction amoureuse fondée sur le complexe d'Œdipe doit coûter la perte du pénis, un conflit va surgir entre l'intérêt narcissique pour cette partie du corps et la charge libidineuse des objets parentaux. Dans ce conflit, le premier pouvoir l'emporte généralement et le moi de l'enfant se sépare du complexe d'Œdipe. J'ai déjà indiqué ailleurs comment ce processus se développe. Charges d'objets sont abandonnés et remplacés par des identifications. L'autorité du père ou des parents, introjectée dans le moi, constitue en lui le nœud du surmoi, qui tire sa rigueur du père, perpétue son interdit de l'inceste et garantit ainsi le moi contre le retour des charges objectales libidineuses. Les tendances libidinales correspondant au complexe d'Œdipe sont pour partie désexualisées et sublimées, ce qui est probablement le cas de toute transformation en identification, et pour partie inhibées quant à leur finalité et transformées en tendances sentimentales. Ce procédé a sauvé, d'une part, les organes génitaux en leur ôtant la menace de castration, mais, d'autre part, il les a paralysés, les privant de leur fonction. Avec elle commence la période de latence qui interrompt l'évolution sexuelle de l'enfant. Je ne vois aucune raison de ne pas envisager le retrait du moi du complexe de Œdipe comme refoulement, bien que la plupart des refoulements ultérieurs se produisent sous l'intervention du surmoi, dont la formation commence précisément ici. Mais le processus décrit est plus qu'un refoulement et équivaut, lorsqu'il est parfaitement mené, à une destruction et une disparition du complexe. Nous serions enclins à supposer que nous avons buté ici sur la limite, jamais précisément déterminable, entre le normal et le pathologique. Si le moi n'a réellement réalisé qu'un refoulement du complexe, le complexe continuera à subsister, inconscient, dans le ça et manifestera plus tard son action pathogène. L'observation analytique permet de reconnaître ou de deviner ces relations entre l'organisation phallique, le complexe d'Œdipe, la menace de castration, la formation du surmoi et la période de latence. Il justifie l'affirmation selon laquelle le complexe d'Œdipe succombe à la menace de castration. Mais cela ne règle pas le problème, il reste de la place pour une spéculation théorique qui peut détruire le résultat obtenu ou l'éclairer d'un jour nouveau. Maintenant donc, avant de nous engager dans cette voie, nous devrons examiner une question qui s'est posée lors de la discussion précédente et que nous avons laissée de côté jusqu'à présent. Le processus décrit se réfère, comme nous l'avons dit expressément, au sujet masculin infantile.
quelle trajectoire suivra le développement correspondant chez la fille? Notre matériel devient ici incompréhensiblement beaucoup plus obscur et insuffisant. Le sexe féminin développe également un complexe d'Oedipe, un surmoi et une période de latence. Peut-on aussi lui attribuer un complexe de castration et une organisation phallique? Bien sûr que oui, mais pas la même que chez l'enfant. La différence morphologique doit se manifester dans des variantes du développement mental. L'anatomie est le destin, pourrait-on dire en reprenant une phrase de Napoléon. Le clitoris de la fille se comporte d'abord exactement comme un pénis, mais quand le sujet a l'occasion de le comparer au vrai pénis d'un garçon, le trouve petit. Le sien et ressent ce fait comme un désavantage et un motif d'infériorité. Pendant quelque temps, il se console avec l'espoir qu'il grandira avec elle, commençant à ce point le complexe de la masculinité de la femme. La fille ne considère pas son manque de pénis comme un caractère sexuel, mais l'explique en supposant qu'elle avait d'abord un pénis semblable à celui qu'elle a vu chez le garçon, mais qu'elle l'a ensuite perdu par castration. Il ne semble pas étendre cette conclusion aux autres femmes, aux plus âgées, mais leur attribue, en parfait accord avec la phase phallique, un sexe masculin complet. La différence importante est donc que la fille accepte la castration comme un fait accompli, tandis que le garçon craint la possibilité de son accomplissement. À l'exclusion de la peur de la castration, disparaît également un motif puissant de formation du surmoi et d'interruption de l'organisation génitale infantile. Ces formations semblent être, plus que chez l'enfant, les conséquences d'intimidations extérieures qui menacent de faire perdre l'affection des éducateurs. Le complexe d'Oedipe de la fille est beaucoup plus univoque que celui du garçon, et d'après mon expérience, il va très rarement au-delà du remplacement de la mère et de l'attitude féminin par rapport au père. Le renoncement au pénis n'est pas supporté sans la tentative de compensation. La fille passe, on pourrait dire qu'à la suite d'une comparaison symbolique de l'idée du pénis à l'idée du garçon. Son complexe d'Oedipe culmine dans le désir de longue date de recevoir un enfant de son père en cadeau, d'avoir un fils de lui. On a l'impression que le complexe d'Oedipe est alors lentement abandonné, car ce désir ne se réalise jamais. Les deux désirs, avoir un pénis et avoir un enfant, restent intensément chargés dans l'inconscient et contribuent à préparer la créature féminine à son rôle sexuel ultérieur. Mais, en général, nous devons admettre que notre connaissance de ces processus de développement chez la fille est très insatisfaisante et incomplète. Il ne fait aucun doute que les relations causales temporelles décrites ici entre le complexe d'Oedipe, l'intimidation sexuelle, menace de castration, la formation le surmoi et l'entrée dans la période de latence sont de nature typique, mais je ne veux pas prétendre que ce type soit le seul. Les variations dans la succession temporelle et dans l'enchaînement de ces processus doivent être très importantes pour le développement de l'individu. Depuis la publication de l'intéressante étude Rank au sujet du traumatisme de la naissance, le résultat de cette petite enquête, à savoir la conclusion que le complexe d'Oedipe de l'enfant succombe à la peur de la mort, ne peut être accepté sans discussion sur la castration. Mais il me semble encore prématuré d'entrer dans cette discussion pour l'instant et peut-être aussi inapproprié de commencer à ce stade la critique ou l'acceptation de la théorie de Rank. Fin. La dissolution du complexe d'Oedipe. Sigmund Freud.